BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Je le disais il y a quelques instants, le Bitcoin, ça y est, passe la barre symbolique des 52 000 $. Il cote actuellement autour des 52 300 $. On va voir aujourd'hui ce qui manque aux institutionnels après les ETF Bitcoin Spot, les 11 ETF qui ont été acceptés aux États-Unis. Que manque-t-il aux institutionnels pour qu'ils s'y mettent vraiment? On verra ça dans quelques instants avec Raphaël Bloch qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour Amaury. Cofondateur de The Big Whale. On verra aussi avec vous, on prendra aussi des nouvelles d'un ancien crypto-député. On va voir ce qui devient et on va voir qu'il n'a pas quitté l'écosystème. Et puis nous sommes aussi avec Vincent Fourcault. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Fondateur de Quant Alpha Signals. Et on va voir avec vous que le marché crypto est peut-être en train de devenir un marché classique. Mais d'abord messieurs, nouvelle rubrique dans cette émission. Voilà, chaque invité quotidiennement vient me donner son top ou son flop de la semaine. 2 tops aujourd'hui, donc on va commencer par des choses positives. Raphaël, quel est votre top du jour? Oui, alors j'ai choisi Bitstamp, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Bitstamp, une plateforme européenne. C'est l'un des acteurs les plus anciens de l'écosystème crypto. Ils se sont lancés en 2011, donc ça nous ramène vraiment au tout début. Un des pionniers, vraiment. Voilà, l'un des pionniers, donc un acteur européen basé au Luxembourg, mais qui aujourd'hui est établi dans une dizaine de pays, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis et un peu en Asie. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce qu'ils nous ont annoncé dans une interview qu'on a publiée ce matin qu'ils allaient en 2024 commencer en fait à proposer des produits plus classiques de la finance traditionnelle et aussi des actifs tokenisés, alors que jusqu'à présent ils ne s'étaient contentés que des crypto-monnaies, des crypto-actifs purs. Et en fait, on trouve ça intéressant parce que Bitstamp a depuis le départ pris une approche très régulée. Il revendique souvent d'être la plateforme la plus régulée du monde. Et donc, ça leur permet au fur et à mesure en fait, de créer des briques. C'est-à-dire que d'abord, ils ont fait les crypto-monnaies et maintenant, voilà, ils vont faire les actifs tokenisés et évidemment tout ce qui est actions. On en parlera peut-être avec Vincent, mais voilà, Apple, Tesla. Donc, c'est assez intéressant comme stratégie et je trouve que ça vient souligner 10 ans de développement assez cohérent. Et donc diversification pour la plateforme Bitstamp. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est une plateforme qui est connue dans l'écosystème crypto, qui est là depuis 2011, mais elle est moins connue du grand public. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, sachant qu'ils sont quand même en avance sur pas mal de choses, on le voit aujourd'hui. Et alors effectivement, c'est un très bon point, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu une politique ultra agressive vis-à-vis des retail, donc des particuliers. En termes de communication. En termes de communication, à chaque fois, ils ont bien veillé à être, j'allais dire, en accord avec le régulateur. Et comme vous le savez, certains régulateurs demandaient à des acteurs crypto d'être moins agressifs, notamment en Europe. Et je ne vise personne en particulier, mais c'est que certaines plateformes ont quand même eu des politiques où le but c'était de recruter très vite en faisant beaucoup de bruit. Eux, ça a été l'inverse. Et puis aussi, ils ont une politique qui est très tournée vers les entreprises. Ce que nous a dit Jean-Baptiste Graftio, c'est que aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires de Bitstamp passe en fait via les entreprises, soit celles qui vont utiliser la plateforme pour faire du trading pour compte propre, ou alors ce sont des entreprises, par exemple des banques, qui vont utiliser leur technologie en marque blanche pour pouvoir elles-mêmes en fait se positionner sur les marchés crypto et en offrir à leurs clients. Donc là, c'est pour l'instant moins le retail qui était visé, c'est ça? Et aujourd'hui... Ils visaient le retail, mais disons que si on veut comprendre la différence de notoriété qu'il y a entre un Bitstamp, qui est quand même aujourd'hui un acteur qui compte des millions de clients en Europe, et d'autres acteurs comme Binance ou Coinbase, en fait, ça se joue tout bêtement par une politique beaucoup moins agressive et une politique plus tournée en fait vers les entreprises. Intéressant ce développement, on y reviendra. Vincent Fourcault, votre top du jour, je crois que ça concerne le Bitcoin. Oui, on s'est amusé à faire des estimations chez Quant Alpha Signals pour savoir si la hausse du marché du Bitcoin, on est à 50 000, plus 20% depuis le début de l'année, ne serait pas liée finalement à la foule, plutôt que les grands investisseurs. Et avec l'arrivée des ETF, plus en fait, on a regardé dans le détail les publications de Robinhood, qui a publié ses résultats récemment, et eToro, on regarde le nombre de nouveaux utilisateurs clients de ces plateformes de passage d'achat d'actions sur des plateformes, eh bien on s'aperçoit que la part dédiée au Bitcoin et aux crypto-monnaies augmente très fortement. Et on a estimé qu'en fait, que la croissance des nouveaux porteurs de Bitcoin est plus importante que la hausse du Bitcoin. Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu un tweet passer ce matin de Romain Sagui, lui qui expliquait que à côté du cours, il regardait pas mal sur Google, voilà, ancien de chez CoinHouse, qui regardait sur Google le nombre de recherches
sur le Bitcoin et qui, pour le moment, suit à peu près la hausse du cours, mais pas vraiment, et en retard sur la hausse du cours. Donc en fait, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, potentiellement, est-ce que c'est vraiment des nouveaux acheteurs qui viennent d'arriver, ou alors c'est d'anciennes personnes qui étaient déjà dans l'écosystème et qui rachètent? Est-ce qu'on a des réponses là-dessus? Parce que c'est toujours un peu compliqué de savoir. Nous, ce sont nos estimations et on a nos outils de data internes. On a développé nos outils propriétaires de collecte de data et d'interprétation de ces data. On refabrique de la nouvelle data. Pour nous, en tant que Quant Alpha Signals, on est une boîte de trading pour compte propre, mais aussi on fait du conseil et on génère des signaux d'achat ou de vente. Eh bien, on s'aperçoit que le nombre... Ça, c'est vraiment propriétaire, les informations que je vous donne, c'est que le nombre de porteurs de Bitcoin aujourd'hui est largement supérieur à quand le Bitcoin valait 60 000. C'est-à-dire qu'on est passé de 60 000 à 20 000 $ le Bitcoin, et aujourd'hui on est revenu à 50 000, et bien cette hausse s'est faite avec la foule. Une foule beaucoup plus large d'investisseurs que ce qu'on avait à l'époque où c'était très concentré, et quelques grandes fortunes qui y croyaient. Aujourd'hui, ça y est, ça devient une réalité, je dirais, du grand porteur. On estime qu'il y a plus de 15% de tous les ordres qui sont passés chez nos amis de Robinhood qui sont du Bitcoin ou sont en lien avec les crypto-monnaies. Et la majorité des adresses Bitcoin aujourd'hui seraient a priori en positif par rapport au cours actuel. Raphaël, une réaction par rapport à... Oui, non, mais effectivement, je trouve ce chiffre très intéressant. C'est vrai qu'alors, nous aussi, on essaye un peu d'avoir des chiffres circonstanciés sur le nombre de portefeuilles. On sait que ça passe beaucoup par des intermédiaires comme Robinhood, mais c'est aussi le cas avec des Coinbase, des Binance, des Bitstamp, des CoinHouse. Et là-dessus, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a le nombre de clients revendiqués et puis après, il y a la réalité des chiffres, la réalité du nombre de wallets. On sait que quand on passe par une plateforme, on ne détient pas directement les cryptos. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un chiffre intéressant. Maintenant, nous, des signaux faibles qu'on capte, on est encore, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur effectivement le graphe de Romain, on est quand même encore sur finalement peu d'appétit côté grand public. On voit que les entreprises avancent un petit peu et qu'effectivement, c'est peut-être davantage des anciens investisseurs qui se sont un peu désengagés, qui se disent « Ok, ça repart, je viens ». Et effectivement, on observera, je pense, si vraiment les choses s'accélèrent, une forte hausse là, des recherches Google, parce que là, on aura un nouveau public qui effectivement s'intéresse à ces sujets. Et là, ça pourrait faire l'effet boule de neige. Effectivement, en regardant les recherches Google, ça peut nous donner une indication, un repère par rapport aux premiers nouveaux entrants. Quand je dis nouveaux entrants, c'est pas scientifique, mais disons que c'est intéressant, parce ça que donne une tendance. Idée, voilà. Ça donne une tendance. Et puis on le voit aussi, les entreprises crypto n'ont pas complètement commencé à recommuniquer. On l'a vu au Super Bowl qui avait eu lieu le week-end dernier, il y avait 0 annonceur Web3 crypto. Après, je pense que quand même ce qui s'est passé précédemment, on a vacciné certains, et que même en période de bull market, et si jamais demain les marchés doivent de nouveau repartir, il y en aura peut-être moins qu'avant. Je pense qu'il y en aura moins, et ça n'est pas plus mal, parce qu'on était quand même aussi dans des situations délirantes. Il y avait certainement un excès, notamment en 2022, mais le fait qu'il y en ait 0 cette année, en 2024, c'est quand même assez intéressant. Justement, on se demandait là qui... Peut-être juste pour rajouter, pour renforcer l'information que je viens de vous donner, c'est que la volatilité du Bitcoin, dans la hausse qu'on connaît, récente, c'est-à-dire l'année dernière et cette année, la volatilité est inférieure à celle qu'on a connue à la belle époque où on est monté à 60 000, c'est-à-dire il y a 2 ans. Donc là, ça veut dire que le Bitcoin est plus stable. Il est plus stable dans sa hausse, c'est-à-dire qu'il est moins discutable. Ça monte parce que plus progressivement. Sa base d'investisseurs est plus large. Effectivement, et puis encore une fois, on sait jamais vraiment exactement ce qui se passe, mais pas mal d'experts nous disent qu'a priori cette hausse serait portée par les flux positifs des 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés début janvier aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, quand on achète un ETF, on l'achète pas pour faire du trading, on l'achète pour le conserver à plus long terme. Donc on pourrait se dire que potentiellement, les gens qui ont acheté ces ETF devraient conserver plus longtemps, de manière plus dans la durée, leur Bitcoin. Ce qui explique peut-être effectivement une hausse qui serait peut-être plus solide. Oui, non, mais clairement, c'est vrai que la stratégie sur les ETF, c'est valable dans la finance traditionnelle, et donc ça s'applique au domaine crypto. C'est un investissement de moyen à long terme. Après, ça peut être aussi un produit de couverture. Enfin, on peut l'utiliser d'un point de vue financier, mais globalement, un particulier va se dire, j'ai un outil simple d'usage qui passe par un acteur que je connais, qui est régulé. Et effectivement, je mets de l'argent et je laisse tranquillement les choses se faire. Bon, on se demandait là il y a un instant,
Qui était potentiellement derrière cette hausse? Est-ce que c'est les ETF? Est-ce que c'est les institutionnels? Est-ce que c'est le retail, les particuliers? Raphaël, vous avez écrit dans The Big Whale une sorte d'étude, on va dire, vous avez fait des recherches et vous êtes demandé ce qui manque vraiment aux institutionnels pour passer le pas, sachant qu'il y a déjà une belle étape qui a été passée avec les ETF, mais pour vous, c'est pas suffisant encore. Qu'est-ce qui manque? Ouais, alors pour moi, c'est pour les professionnels que j'ai interrogés. C'est vrai qu'en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est que depuis donc le 11 janvier, depuis un mois en réalité, et donc l'approbation des ETF, on parle énormément d'institutionnalisation massive de l'univers des cryptos. Il est évident que l'arrivée des ETF contribue à l'arrivée de certains acteurs institutionnels. Quand on dit institutionnels, ce sont en fait les banques, les hedge funds, les fonds d'investissement, tous les acteurs de la finance traditionnelle. Donc là-dessus, il y a un mouvement. Après, la question est de savoir si on peut parler d'institutionnalisation massive. Et là, j'ai effectivement pris le temps de discuter avec des banquiers, des gestionnaires d'actifs, en leur demandant, est-ce que dans le contexte actuel, avec des ETF, finalement, ça vous suffit et est-ce qu'on va voir beaucoup d'acteurs se positionner? Certains nous ont dit, oui, on se positionne à la fois donc pour nous et aussi pour des clients, mais en même temps, il manque certaines choses. Et effectivement, on a fait la liste de beaucoup d'éléments qu'il manque. Et par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des options, donc ce sont des produits structurés, qui permettent, et vous parliez de volatilité, c'est-à-dire quand on est un investisseur institutionnel, on ne fait pas du trading tous les jours en se disant je suis long, je suis short, donc je suis vendeur, je suis acheteur. C'est plutôt j'identifie une stratégie, je me dis voilà, pour moi le Bitcoin à 2 ou 3 mois va se situer à tel niveau, et en fait on va essayer de capter cette fameuse volatilité, donc dans cet espace avec un plus haut et un plus bas, en se disant le Bitcoin va être entre 40 000 et 50 000, et on va aller avec des options, donc capter cette valeur, les hausses et les baisses des cryptos. Et en fait aujourd'hui, vous avez des options sur les marchés crypto, mais c'est très limité, vous avez seulement quelques acteurs, ça coûte cher, donc en réalité aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'options disponibles sur le marché, donc les acteurs institutionnels se disent le marché n'est pas encore mature, j'aurais besoin de d'autres options d'acteurs qui me fournissent plus de liquidités. Ça, c'est un point. Ouais. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, certains acteurs que vous avez interrogés dans votre enquête disent, nous, dans les marchés traditionnels, on a des outils qu'on n'a pas encore, ou en tout cas pas assez développés sur le marché crypto, justement pour pouvoir travailler et essayer de tirer profit de la volatilité justement du marché crypto. Totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez quelques outils, mais ça reste, je vous dis, encore compliqué. Les seules alternatives aux États-Unis, ça va être le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Sinon, en Europe, vous avez quelques acteurs comme CoinShares, mais globalement, c'est assez limité et vous n'avez pas assez de liquidité. Après, il y a d'autres éléments. Il y a le fameux terminal Bloomberg qu'on utilise beaucoup dans la finance traditionnelle. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que le terminal Bloomberg, il vous permet d'avoir les informations, mais il permet aussi d'échanger avec d'autres acteurs du marché. Il permet de déterminer des prix, d'utiliser des options. Et aujourd'hui, vous avez quelques acteurs sur la crypto qui essayent de reproduire un modèle équivalent. Mais Bloomberg, il faut savoir que c'est une machine de guerre. Voilà, moi, j'ai travaillé quelques années chez Reuters, qui est l'un des concurrents de Bloomberg. Aujourd'hui, ils ont trusté une grande partie du marché et ils sont utilisés par tous les acteurs financiers pour passer leurs ordres. Et puis, il y a aussi une question qui est très importante, qui est celle de, la transparence de la blockchain. Quand vous êtes un acteur comme une banque ou un hedge fund, vous avez des stratégies. Et le problème, c'est que cette stratégie, vous avez quand même envie de la garder pour vous. Et si jamais vous commencez à utiliser des wallets et à utiliser la blockchain, potentiellement, on peut commencer à voir vos mouvements, savoir où vous vous positionnez, quand et à quel rythme. Et donc cette transparence est aussi un frein pour des acteurs de la finance traditionnelle qui sont encore en attente de solutions, donc avec plus d'anonymat. Il y a quelques protocoles qui se développent, aussi des ID décentralisés pour les acteurs financiers, je pense à Violet. On sait aussi que sur le zero knowledge, il y a des choses. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a évidemment la question aussi de la régulation. Aujourd'hui, quelques acteurs sont régulés, mais quand vous êtes une grande banque ou un fonds, vous avez envie que d'un bout à l'autre de la chaîne, et je pense que Vincent pourrait témoigner, que tout soit bien régulé. Vous n'avez pas envie de passer par certains acteurs qui peuvent poser quelques questions sur leurs activités. Donc voilà, donc tout ça manque encore à l'écosystème. Et si effectivement on a envie de parler d'une vraie institutionnalisation, il faudra passer par toutes ces étapes et en fait rejoindre progressivement un marché qui ressemble peu ou prou à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché traditionnel. Vincent Fourcault, donc comme le dit Raphaël, on n'est pas encore dans un marché complètement traditionnel, complètement classique, il manque encore des choses. Cependant, il y a des phénomènes de flux dans ce marché crypto qu'on retrouve dans le marché classique. Comment l'expliquer et quels sont ces phénomènes-là ?
Alors, on constate, par rapport aux grands agrégats macroéconomiques que tu avais évoqués il y a un instant, s'il y a une inflation qui diminue moins que prévu, ça va impacter les marchés et la crypto-monnaie Bitcoin ou Ethereum baisse aussi. Donc on sent qu'il y a une interconnexion aux grands agrégats et il y a une logique économique et je dirais financière de ce placement. Voilà, le Bitcoin est impacté indirectement par les données macroéconomiques, tout comme les marchés traditionnels. Ce qui est nouveau, plutôt nouveau, cette sensibilité aussi proche de la diffusion d'une information macroéconomique. Mais ce qui est intéressant, et je pense que les gens deviennent agiles, quand on leur dit non, vous ne pouvez pas passer par là, ils font le tour et ils se débrouillent. Et bien, il s'avère qu'il y a des entreprises cotées que je vais évoquer, qui s'appellent Marathon et Marathon Digital et MicroStrategy. Et ces entreprises-là font le pont, du coup, entre cette finance traditionnelle et le marché crypto, alors. Les fameux hedging que tu évoquais, cette volonté de j'ai des bitcoins, mais je vais pouvoir les couvrir sans forcément vendre ma position. Parce que c'est toute une logistique. Tu parles de wallet, c'est compliqué. Eh bien, je prends un proxy pour pouvoir couvrir ma position. Et c'est pour ça qu'on a eu un marathon digital qui est passé de 30 à 15 dans la baisse du Bitcoin qui était seulement de 20%, parce que vous avez eu un flux de capitaux pour pouvoir se couvrir de cette baisse et pouvoir se protéger d'une baisse accrue. Et par défaut, ils ont trouvé ce proxy qui est une boîte cotée. Quand on regarde le volume qu'il y a sur cette boîte cotée qui vaut 5 milliards en bourse, l'autre qui est à 10 milliards, il s'échange 5 voire 10% du volume quotidien de sa market cap. C'est entre 500 millions et 1 milliard. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de volume détourné via ces acteurs cotés. Et ça prouve bien qu'en fait, tout est déjà lié et que les agents économiques et les investisseurs ont tout ce qu'il faut déjà pour pouvoir trader, opérer et couvrir leur position. Raphaël Bloch. Non, je suis totalement d'accord, mais ça montre aussi que justement, ces fautes d'outils précisément utiles à la couverture, qu'on a recours à des pratiques comme celle effectivement de transformer un MicroStrategy ou un Marathon en proxy en se disant bon, aujourd'hui on n'est pas capable effectivement de se couvrir d'un point de vue plus traditionnel, donc on va utiliser ce qui est disponible parce qu'effectivement MicroStrategy et Marathon sont des entreprises en fait, des entreprises crypto, des entreprises Bitcoin. Effectivement on se protège comme ça, mais ça montre aussi, je trouve, à l'inverse, qu'effectivement on n'a pas encore les outils nécessaires. Et à la limite, il y a aussi la question de la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que me disait Alexandre Baradez d'IG France, aujourd'hui, le marché des cryptos, c'est 2000 milliards de dollars. Le marché des obligations, c'est 130 000 milliards. Donc vous avez aussi en fait des sujets vous pouvez vous exposer. Le seul problème, c'est que quand vous vendez des produits à des clients, il faut leur fournir une garantie en termes de liquidité. Et aujourd'hui, on a bien du mal à justement garantir cette liquidité sur les marchés crypto. Vincent Fourcault, vous voulez réagir à ça Oui, en fait, il suffit simplement que le Bitcoin et sa galaxie de crypto-monnaies augmentent. Quand on sera à 500 000 le Bitcoin, ce sera 10 fois supérieur, ça sera 20 trillions. Donc ce sera l'équivalent de 7 Apple. Ouais. Et donc les gens se diront, il y a peut-être de la profondeur à ce moment-là. Mais en fait, le moment clé de ce changement de perception, c'est peut-être quand on aura une banque centrale d'un pays souverain qui décidera d'en acheter. Ça arrivera un jour, ça, vous pensez ? C'est déjà le cas de manière détournée quand on pense au Salvador, parce qu'on sait que l'État salvadorien a du Bitcoin. Après, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il faudra peut-être attendre qu'un État avec, une banque centrale qui pèse davantage sur les marchés et du Bitcoin pour que quelque chose s'enclenche. Après, là, je pense que ce sera vraiment un événement majeur. Le jour où une banque centrale met du Bitcoin en réserve. En tout cas, justement. Ouais. De plus en plus d'acteurs rejoignent l'écosystème crypto, ou alors de plus en plus de personnes deviennent des acteurs de cet écosystème. C'est le cas avec l'ancien député crypto, qui était là, député de 2017 à 2022, Pierre Persson, qui a notamment été connu pour avoir porté plusieurs lois sur les cryptos, notamment la loi Pacte adoptée en 2019.
Raphaël, vous avez aussi un article dans The Big Whale qui explique le nouveau projet auquel il est à la Pierre tête Persson, en ce moment. Yes. Non, effectivement, Pierre Persson était considéré comme le député crypto, pour ceux qui s'en souviennent, donc entre 2017 et 2022. Il appartenait à la majorité. Et c'est vrai que Pierre, donc, qui était un jeune député, aujourd'hui il a 35 ans, était très engagé sur les sujets tech et en particulier sur les sujets crypto. Son départ de l'Assemblée a quand même laissé, il faut le dire, un certain vide, parce que c'est quand même important d'avoir des députés, pas seulement des gens dans l'administration qui sont très compétents sur le sujet, et aussi dans les ministères, mais c'est bien aussi d'avoir au Parlement, donc à l'Assemblée et au Sénat, des élus qui connaissent ces sujets. Aujourd'hui, c'est moins le cas, ce qui est un peu dommageable. Mais toujours est-il qu'il n'a pas laissé les cryptos de côté, bien au contraire. Et c'est vrai que depuis plus d'un an, il travaille donc sur un projet de stablecoin. Stablecoin, donc ce sont ces crypto-monnaies indexées sur une valeur censée être stable. Donc, généralement, c'est euros et la plupart du temps, c'est dollars. Là, sur des monnaies fiat. Voilà, des monnaies fiat. Après, on peut aussi les baser sur des real world assets, mais c'est moins généralisé. Et donc Pierre travaille sur ce projet. Ils ont créé une société avec une équipe d'une dizaine de personnes qui s'appelle Usual, ce qu'on a révélé ce matin. Et c'est un stablecoin un peu particulier, c'est un stablecoin décentralisé. Alors on n'a pas encore tous les éléments du projet parce qu'ils sont en train de construire le projet, ils lèvent des fonds, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aura donc le stablecoin, l'USD d'un côté, et également un token de gouvernance. Et en fait, pourquoi ils ont ce token de gouvernance ? C'est parce qu'aujourd'hui, les deux principaux stablecoins du marché, l'USDC et l'USDT, donc de Tether et Circle, sont des stablecoins centralisés. Et en fait, ces stablecoins, la réserve étant majorité des bons du Trésor, et tout le rendement revient aux sociétés. Et en fait, leur pari, c'est de dire ce rendement qu'il y a derrière les bons du Trésor qui servent de réserve aux stablecoins, parce que ce sera pareil pour l'USD du Usual, ils veulent en fait le reverser aux détenteurs du jeton de gouvernance, donc qui se rappellera le Usual, donc même nom que la société, et qui pour le coup donc permettra de toucher en fait une partie de la rémunération offerte par la réserve. Donc ce serait le même fonctionnement de base que des stablecoins qui existent déjà sur le marché, mais en essayant de redistribuer aux personnes qui détiennent ces stablecoins la valeur qui appartient à sa communauté. Alors après, on sait aussi que c'est un énorme challenge. Il y a la question de la réglementation. Comme vous le savez, MiCA entre en vigueur sur les stablecoins au 30 juin 2024. Donc ça pose plein de questions. C'est en dollars. Apparemment, ils vont en faire en euros, mais voilà, ça soulève plein de questions. On suivra ça, mais c'est effectivement un projet très intéressant qu'on suivra dans les. Et est-ce que ça peut être, comment dire, ils peuvent vraiment avoir une position de concurrent sur le secteur pour ceux qui existent déjà? Ils se différencient beaucoup en faisant ça par rapport à ce qui existe? On n'a pas encore toutes les spécificités du projet, mais ce qui est sûr, c'est que oui, jouer le principe de partager avec la communauté, enfin les détenteurs du token, une grande partie de la rémunération du stablecoin, ça a du sens. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Circle et Tether récupèrent l'argent de la réserve. Et c'est vrai qu'on peut se dire que dans un univers plus décentralisé, ça a du sens de procéder ainsi. Vincent Fourcault, vous aussi, nouvelle activité en deux mots de Quant Alpha Signals. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez de la donnée pour les investisseurs professionnels grâce à laquelle potentiellement ils pourront faire de meilleurs choix dans leurs investissements? Oui, en fait, l'ambition de cette fintech, et qui est à la fois un opérateur, puisqu'on est trader pour compte propre aussi, on gère notre propre argent, l'idée c'est de partager notre savoir-faire, notre génération d'alpha auprès d'investisseurs, et en particulier les single family office, qui sont des grandes fortunes, qui ont décidé de remettre la main sur leurs décisions d'investissement et ne plus dépendre d'un asset manager qui est souvent contraint par la réglementation, souvent on en parle, et ces contraintes de réglementation détruisent de la valeur pour l'investisseur qui prend du risque. Et donc, ils vont le faire en direct, comme nous, et on va leur donner davantage d'outils pour prendre les meilleures décisions possibles. Voilà. Merci beaucoup Vincent Fourcault, fondateur donc de Quant Alpha Signals, d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Toutes les infos qu'on a données aujourd'hui sont à retrouver dans la newsletter et les articles de The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous. Demain, rendez-vous 15h pour les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.